facteurs qui peuvent conduire à une forme de fragmentation, notamment l'irruption brutale de l'intelligence artificielle. Est-elle si brutale que cela? Colin de la Higuera va nous le dire. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ou bien faut-il savoir nous poser les bonnes questions? À vous, Colin. Merci. Merci beaucoup. Et non, est-ce que je vous fais peur? On va plus que ça. Et je remarquerai qu'il y aura une question, savoir si on a vu Théodore parmi les fous. Enfin, c'est clairement la question tout à l'heure. Non, il y aura des choses beaucoup plus importantes de dites. Et vous allez inclure aussi le thème de l'IA, l'IA vécu par l'enseignant, c'est-à-dire avec les élèves qui s'en servent. Et je vais essayer d'en reparler un petit peu. Donc, je vais parler de l'IA, c'est un énorme sujet, c'est un sujet sur lequel je suis capable de parler, et qui m'arrive de parler 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc là, c'est en 20 minutes, je vais essayer non pas de parler de l'IA elle-même, je suis désolé, je ne vais pas faire de démonstration, je ne vais pas vous expliquer l'historique sur l'IA. Je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe, mais pas simplement techniquement, mais un petit peu qu'est-ce que c'est en train de changer, qu'est-ce que c'est en train de nous montrer sur l'école en ce moment. Donc moi, je vois en fait l'IA aujourd'hui comme un révélateur. Vous savez, quand on faisait de la photographie argentique, d'accord, en fait, il y avait un révélateur qui permettait de voir la photo et ça de révéler un certain nombre de choses, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas apparues à cause de l'IA, qui étaient déjà là, qu'on avait déjà à l'école, dans l'école, comme on est dans les universités, et qui, aujourd'hui, quelque part, sont accélérées parce que l'IA est capable finalement de faire quelque chose qui se faisait autrement. Donc j'en donne 4 exemples ici, c'est les biais, c'est la question du contrôle continu qui a été évoquée tout à l'heure, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas, un concept sur lequel je travaille en ce moment, une école qui s'est bien accélérée et qui est devenue éphémère. Ça vous a pas vous plaire. C'est-à-dire que je plaide pour une école durable, plutôt, ou une éducation durable, plutôt que pour une éducation éphémère. Je vous expliquerai, voilà. Je ne vais pas juste dire ça comme ça. Et puis, la même accélération se produit aussi dans la production scientifique. Donc, sans faire trop de pub, je viens de Nantes, je suis professeur et je suis titulaire de chez UNESCO, qui travaille sur 2 choses à la fois, sur l'intelligence artificielle et sur quelque chose qu'il appelle les règles, les ressources éducatives libres, c'est-à-dire le commun. Et en fait, un des arguments, et j'ai pu en discuter avec Claude, qui a convaincu aussi de ça, c'est dans un monde qui va très vite, comme le monde d'aujourd'hui, il faut pouvoir partager la connaissance beaucoup plus vite en attendant qu'un grand éditeur national nous sorte le bouquin. D'accord? Et donc, quelque part, cette notion de partage, il n'y a pas de se partager, c'est difficile. Alors, je sais que c'est aussi, peut-être que je suis plus au bon endroit pour apprendre à partager, mais en réalité, vous le savez aussi, c'est vraiment très difficile de partager. Et donc, il faut réapprendre à partager parce que si on veut résister et s'organiser pour pouvoir avancer collectivement ensemble sur des sujets qui vont vite, comme le sujet de l'IA, on a besoin de partager. Alors, j'en profite pour faire une pub pour un bouquin, lui aussi, mais qui est un bouquin ouvert sur lequel je gagne 0 centimes, et donc voici l'exemplaire que je vais faire circuler. Voilà. Donc, comme ça, si je le perds, je le perds, et puis s'il me revient à la fin de la journée, je le récupérerai. Donc, c'est un livre qui vient d'être publié en janvier, et dont le but était justement, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, on a travaillé, puis d'autres ministères en Europe, c'est un projet européen. Donc, le livre a été paru en 5 langues, c'est pour ça que vous avez les 4 langues, et qui est actuellement en train d'être traduit dans 2 langues, en chinois, en arabe, en gaélique, en polonais, en je sais pas quoi. C'est des jolis projets d'ailleurs aussi très collaboratifs à partir du moment où vous avez des licences libres, vous pouvez faire ce choix. Et donc le but, c'est pas de former des profs d'intelligence artificielle, le but c'est de se dire que, un peu comme notre collègue, tous les enseignants sont en train de se retrouver confrontés à l'intelligence artificielle. On peut le faire avec intelligence, parce qu'on commence à regarder ce qui se passe, et on peut le faire comme beaucoup des enseignants aujourd'hui, un peu en peur panique, parce qu'on n'a rien compris. Donc le but, c'est effectivement de démystifier et de travailler dessus. Bien, donc j'ai dit qu'il y avait 4 petites questions sur lesquelles je voulais vous revenir. Donc la première, c'était l'IA et les biais. Donc j'ai dit, je ne dirai pas tout sur l'IA. Je vais quand même dire 2-3 trucs. Le premier sur l'IA, c'est que c'est pas tout à fait nouveau, ça date des années 40, les années 50. Les années 50, un peu presque en début de l'informatique. L'informatique a été créée au début pour calculer des trajectoires de missiles, puis pour gagner de l'argent ou de gérer de l'argent. Et très vite, la question s'est posée, est-ce qu'on peut créer des machines intelligentes? Et pendant votre carrière, vous avez vu des essais plutôt infructueux pour que les machines deviennent intelligentes.
Sauf que, mais à un moment donné, il y a eu une accélération. À partir du moment où on a repris une idée qui était assez simple, c'était celle de notre métier, c'est-à-dire de se dire, et si la machine apprenait, plutôt que de penser qu'on va donner l'intelligence à la machine, on va lui donner la capacité d'apprendre. Et donc, si la machine a la capacité d'apprendre et qu'elle a des bons enseignants, et donc, quelque part, la machine va devenir intelligente. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les machines sont intelligentes parce qu'elles sont dotées de la capacité d'apprendre et qu'elles apprennent, elles continuent à apprendre tout le temps. Et comme il y a de plus en plus de données, elles vont arriver à le faire. Donc, parenthèse sur le mot données, qui est c'est peut-être le truc à retenir sur l'IA, c'est que l'IA, en fait, c'est juste la transformation des données en algorithmes. C'est-à-dire que ce sont la capacité de prendre des données, et on sait qu'il y en a de plus en plus. Quand vous êtes sur Internet, chaque fois vous êtes en train de laisser de la data, c'est de la donnée. Ces données, si elles sont récupérées, si elles sont organisées, si elles sont retravaillées, indexées, et puis qu'on y trouve des régularités, des patterns, des motifs, toutes sortes de choses, on est capable à partir de ça de créer des règles. Ces règles se transforment finalement en nouveaux algorithmes qui sont les algorithmes de l'IA. Voilà. Alors, l'IA est biaisée, quand on dit que l'IA est biaisée, on l'entend régulièrement, ouais, l'IA fait ci, l'IA est biaisée, l'IA n'est pas biaisée du tout, enfin, elle est aussi biaisée que les data qui ont servi à la créer. Et les data elles-mêmes, c'est nous qui les avons produits. Donc en fait, finalement, l'IA est juste en train d'être un miroir de notre société, et donc quand on a un système d'IA qui, par exemple, va discriminer en faveur de Théodore, pour reprendre l'exemple de Théodore, en fait, c'est parce que c'est déjà dans nos données. D'accord, c'est déjà dans nos comportements. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que l'IA, même si on accuse d'être transparente, en fait, on a la possibilité de faire des tests, de regarder ce qui se passe, et de se rendre compte quand on a une école, par exemple, qui est discriminante. Alors, parce que l'IA reproduit ce qu'on sait faire, et puis dit, c'est toi qui m'as dit de faire au moins aussi bien que moi, donc j'ai pris finalement le modèle qui marche. Et donc voilà, donc ça c'est le premier point, c'est ça, c'est l'IA, c'est pas que c'est génial, l'IA, c'est juste que quand elle fait des choses, elle cherche juste à optimiser des process que nous avons mis en place, donc si nous sommes biaisés, l'IA va être biaisée. Deuxièmement, l'IA qui peut tricher, alors ça revient tout le temps, et c'est vrai que je l'ai entendu dès le début, mais c'est pas hasard. Donc l'IA qui peut tricher, ça veut dire quoi? En fait, c'est des images générées, c'est là qu'il y a des images générées par l'IA. Donc, ça c'est une enquête que j'aime bien. C'est une toute petite enquête qui ne dit pas grand-chose, qui dit juste, c'était l'année dernière, donc je pense que les chiffres ont changé depuis. Le Royaume-Uni, ils ont interrogé les élèves pour savoir est-ce que vous utilisez ChatGPT. La réponse, 67% oui. Aujourd'hui, on est plus proche de 100%. Okay, donc, c'était des élèves de lycée. Et ensuite, est-ce que ça marche? Et la réponse est oui, ça me permet d'améliorer mes notes. Vous avez vu la différence entre la question et la réponse? Okay. Et donc ça va être intéressant, parce que c'est là-dessus que va reposer le succès de l'IA. L'IA n'a à aucun moment l'ambition de nous permettre de mieux apprendre. L'IA permet d'obtenir des résultats. Les résultats se mesurent en notes, il n'y a pas de problème. Si la France adopte l'IA, on va être les champions du monde de PISA. D'ailleurs, c'est pas pour ça que les enfants seront mieux des mathématiques, c'est juste que quelque part, il y aura des trucs, on aura appuyé sur les bonnes choses pour avoir une meilleure note. Donc ça c'est absolument... Parce que ça marche comme ça, et ça marche très très bien pour faire ça, pour obtenir de très bons résultats. Mais ça veut aussi dire que vu du point de vue de l'élève, ça marche très bien. Puisque lui aussi, on est en train de lui mettre une pression dingue pour qu'il ait des bonnes notes. Que ce soit la pression que mettent le système scolaire, les enseignants, ou que mettent les parents. Combien de parents disent à l'enfant quand il rentre le soir, qu'est-ce que tu as appris? Non, qu'est-ce que tu as eu comme note? À partir de là, on a conditionné les enfants à avoir des bonnes notes. Si bonne note égale ChatGPT IA, ce sera avec ChatGPT IA, c'est à peu près différent. Okay. Donc ça c'est le révélateur, c'est juste que quelque part, d'accord, on a insisté sur les notes, et donc maintenant on a un machin qui sert à avoir des super bonnes notes. Bon, logiquement, on s'en sert bien. Alors ensuite, deuxième chose, parce que effectivement, l'année dernière, il y a eu des grands mouvements, on ne peut pas utiliser ChatGPT, là c'est compliqué parce que le note ou le baccalauréat, mais c'est contrôle continu, 10 jours qui sont faits à la maison. Sauf que ça trichait déjà avant. D'accord, le prof particulier, il aidait, les parents ils aidaient, les confrères ils aidaient. Puis il y a des sites web que je ne montre pas ici, mais qui sont des endroits où vous pouviez vous acheter votre mémoire, que vous pouviez acheter votre copie. D'accord. En quelque sorte, c'est un peu comme si je l'ai écrit, un ChatGPT est devenu une espèce de démocratisation de la triche. Alors, sauf que, bien sûr, la démocratisation n'existe pas très longtemps. Aujourd'hui, pour $20 par mois, vous avez la version 4 plutôt que la version 3.
3, d'accord, qui est mieux. D'ailleurs, donc on va se trouver de toute façon dans un système dans lequel on pourra dépenser plus d'argent et il y a toutes sortes de produits made in IA que vous pouvez payer pour pouvoir effectivement avoir des meilleures copies rédigées par ChatGPT et surtout des copies moins détectables. D'ailleurs, vous pouvez payer des services d'un truc qui s'appelle un Humanizer, qui va être un logiciel, une plateforme sur laquelle vous mettez votre copie fabriquée par ChatGPT et il vous rend la copie avec quelques petites modifications qui ont cette garantie pour ne pas se faire attraper par le système. Donc tout ça, c'est un système qui est lié non pas à ChatGPT lui-même, c'est juste on va dire, les failles de notre système qui jusque-là ne nous posaient pas trop de problème parce que bon, Théodore finalement c'est un peu beaucoup d'entre nous, d'accord. Et donc quelque part, c'était Théodore qui en tirait les bénéfices, et donc on va se faire. Alors le sujet pour moi le favori, c'est celui-là, c'est l'éducation durable. Alors l'éducation durable, si je demande justement à ChatGPT, je peux demander à Google, j'aurai la même chose, il me dit ouais, je sais ce que c'est, l'éducation au développement durable. Je dis non, c'est pas ça, je veux pas une éducation au développement durable, je veux une éducation durable, une éducation qui dure. C'est par opposition à l'éphémère. Et donc, pour ça, pourquoi est-ce que je veux une éducation durable? Parce que l'arrivée de l'IA dans le système fait que l'expression mobiliser les connaissances a changé de sens en novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Hier, mobiliser les connaissances, c'était finalement ce qu'on savait, qu'on pouvait quand même utiliser un peu Wikipédia ou d'autres trucs pour aller chercher. Aujourd'hui, mobiliser ces connaissances, c'est pouvoir poser des questions à ChatGPT. D'accord? Et donc la question, elle se pose, c'est à se dire comment est-ce que je vais me retrouver en situation demain de mobiliser les connaissances si finalement elles ne sont plus là. Alors sont-elles là? Il y a des problèmes, je veux dire, on a des problèmes qui sont liés à des petites dérives dans le système. Donc, parce que je suis un militant chercheur sur les règles, mais le fait qu'on est dans un système dans lequel on rend les manuels à la fin de l'année, parce que ces manuels ont été achetés avec de l'argent public, donc avec nous, avec notre argent, d'accord, mais à travers les collectivités, moi j'ai gardé longtemps certains de mes livres de classe. Je ne les vendais pas tous, on les vendait parce qu'il y avait la fleurie, donc moi je me souviens de ça, mais il y avait des bouquins, dans l'histoire géo en particulier, mais j'ai aussi des bouquins bien sûr, des bouquins de grammaire, on gardait, là tout disparaît chaque année. Mais c'est pire avec le numérique, avec les ONT, les espaces numériques de travail, dès que vous avez obtenu votre module ou votre livre, hop, c'est verrouillé, tout est perdu. Quand je pose des questions à mes élèves à l'université, je leur dis ça, c'est un truc que vous avez vu l'année dernière, grands yeux, non. Bon, mais le pire, c'est que je ne peux pas leur dire, si je leur dis, mais retrouvez-le, parce que vous avez besoin de cette information, ils n'ont pas la moindre idée de comment retrouver l'information. Donc c'est en ça que je suis en train de dire qu'on est sur une éducation éphémère, où quelque part, quelqu'un a décidé que c'est bon, c'est acquis. Vous savez, on demande si les connaissances sont acquises. Alors tu parles, elles ne sont pas acquises du tout. D'accord, mais non seulement elles ne sont pas acquises, ce qui en soi-même, c'est pas si choquant que ça. Mais en plus, les supports physiques pour pouvoir les retrouver, ou même des supports numériques, n'existent même plus. Donc il y a un petit problème. Alors, qu'il faut toutes sortes de choses, des manuels chers et un système de manuels qui n'est pas du tout satisfaisant, et puis des logiques d'apprentissage elles-mêmes un petit peu tirées par les notes. Mes étudiants sont, alors ils arrivent du lycée, je ne vais pas dire que c'est la faute des cours des lycées, mais enfin, quand nous on les a, d'accord, donc quelque part, le seul truc qui compte, c'est l'examen. Dès que j'ai l'examen, c'est bon, je passe à autre chose. D'accord, mais ils sont dans une logique de j'ai besoin d'apprendre jusqu'au jour de l'examen, du contrôle, et pas plus. Donc c'est plus important. Bon, et le quatrième point, le dernier un petit peu du point que j'ai là-dessus, pour évoquer un petit peu cette IA qui vient un peu chambouler. Encore une fois, ce que je viens de dire sur l'école qui va vite, sur l'éducation éphémère, ça existait, simplement l'IA nous le renvoie plus facilement au visage, on le voit, parce que l'IA est facteur d'encore plus d'accélération. Et l'IA qui vient accélérer la recherche, c'est des sujets, j'ai cette semaine fait un séminaire avec les doctorants qui me soutenaient qu'une thèse de doctorat pouvait maintenant se faire en 1 an. Alors ensuite je me demande, mais pourquoi tu veux faire une thèse en 1 an? C'est bien la thèse, pourquoi tu veux faire quoi des 2 ans que tu as gagné? Donc ça c'est un truc assez formidable. Regardez les enquêtes sur l'IA, pourquoi est-ce que l'IA marche? La réponse systématiquement, c'est ça fait gagner du temps. Ça sert à quoi gagner du temps? Je comprends qu'on soit le patron d'une grande industrie et que le patron de la grande industrie se dise
le temps c'est de l'argent, donc si je fais gagner du temps, je vais pouvoir effectivement avoir des produits plus compétitifs, tout ça, à la limite, je peux le comprendre, mais qu'en tant qu'individu, on est comme ça, il y a un besoin de gagner du temps, j'ai mal. Et donc pour la recherche, les doctorants sont persuadés qu'ils vont faire un. Et quand je fouille un peu le web, je trouve ça c'est génial, c'est un site web qui donne tous les outils pour les academics. Academics en anglais, c'est les gens de l'université. Et alors lui, c'était fabuleux, Effortless Academic. Effortless, je le traduirais gentiment par le chercheur feignant. Et quelque part, ça m'en dit bon, d'abord, ça va marcher, tous ces outils sont excellents. D'accord, aucun de ces outils n'est fondamentalement inutile, mais fondamentalement de la fraude. Ils sont tous parfaits. C'est des outils sur lesquels vous tapez un mot-clé, vous obtenez toute la biblio, tout ce qui a déjà été produit, des citations. Vous demandez un article sur quelque chose, vous allez obtenir des citations avec des choses très bien renseignées. Tout est très bien, mais au-delà des outils eux-mêmes qui sont de mieux en mieux en IA, ils sont vraiment très bien. Il y a vraiment des trucs absolument géniaux qui sont à ressortir. En fait, ce qui nous interpelle, c'est sur à quoi ça sert. Là, quelque part, se dire que le monde de la recherche va devenir un monde pour des gens qui ont envie de se reposer, ça saute pas aux yeux. C'était pas ça le but du jeu. Cet effort de perdre du temps en allant lire des articles, se rendre compte que finalement c'était pas ça qu'on cherchait parce qu'on cherchait autre chose. Ce travail-là, on ne le ferait pas parce que chez le ChatGPT, parce que l'IA finalement va nous donner un peu beaucoup plus vite la réponse ou une réponse possible. Alors j'ai promis à ma visite que j'aurais un transparence sur un slide sur la paresse. Donc c'est pas la paresse au sens de dire les gens sont paresseux. Mais j'ai quand même un peu cette impression que ces IA vont induire à la paresse. Alors c'est des choses qu'on connaît dans d'autres termes. On l'a connu avec, ça c'est un des sujets, je ne sais pas si les amateurs en parlera, le sujet des calculatrices. Moi à l'université, je donne des examens sans calculatrice et je suis à peu près passible de la peine de mort pour ça par les étudiants. Parce que vraiment, il y a une horreur. C'est un droit fondamental de pouvoir utiliser la calculatrice. J'ai vraiment dit tout ce que je présente les trucs comme des fractions. Donc il présente des trucs comme des fractions et ensuite il faut décider. Est-ce que 2 tiers est plus grand que 3 quarts? En master scientifique, 2 tiers, 3 quarts, d'accord, si 2 tiers, c'est 0,66 et 0,75. Alors ça, si, je sais comparer. Ouais, mais 2 tiers, 3 quarts, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est des choses, cette paresse intellectuelle à travers des artefacts qu'on apprend à utiliser sans se poser des questions, donc je ne sais pas, ça sera à suivre. Voilà, donc c'est des sujets sur lesquels dans la chaire UNESCO, on est en train de travailler. Et donc en conclusion, peut-être quand même dire qu'il y a peut-être une bonne nouvelle, enfin au milieu de tout ça, mais il y en a plein, ce sont des beaux outils, et si on va dans la bonne direction, ça va être intéressant. Pour ceux ou celles qui ont utilisé ChatGPT, pour mentionner celui-là un peu comme on disait frigidaire plutôt que réfrigérateur, parce que c'était le premier, c'est pas parce que c'est le seul, en fait les compétences du XXIe siècle sont devenues intéressantes, et on rejoint avec l'IA des préoccupations des philosophes, qui sont que peut-être le plus important n'est plus de savoir donner des réponses, mais de savoir poser des questions. D'accord. Et là, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que savoir poser des questions, ça va de soi. On sait que c'est pas facile et que ça réclame deux choses. Ça réclame de comprendre les mécanismes du questionnement, les mécanismes du dialogue, le mécanisme d'une certaine forme d'empathie, un petit peu bizarre. Les Anglais parlent de theory of mind. Et donc ça correspond quand même à comprendre comment ça fonctionne, ces choses-là. Puis la deuxième, c'est que pour pouvoir poser des questions, il faut savoir de quoi on parle. Et ça, c'est le truc fondamental à faire passer. On est persuadé que non, que quelque part, je pourrais poser des questions. Mes mauvais élèves prennent mon énoncé, le mettent dans ChatGPT, récupèrent la réponse et me donnent la réponse, qui est fausse. Parce que je connais maintenant la bête, et donc je fais en sorte pour que mon énoncé va déclencher une erreur de la part de... Il ne faut pas être idiot. D'ailleurs, ne m'inquiétez pas. Et donc, mais ce qui m'intéresse, c'est que je veux bien ce qui m'intéresse, c'est l'effort intellectuel de transformer ma question, comme la poésie, mais poésie d'une certaine façon, dans une question qui, pour la poser bien, avec les éléments de contexte, avec les éléments de connaissance, avec le vocabulaire correct, et ce travail-là est le travail que finalement j'ai envie d'entendre. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Colin de la IGERA.